Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à l'épargne 2026 dans un environnement incertain. Assurance vie, retraite supplémentaire, transmission, comment construire une épargne solide et équilibrée, comment concilier préparation de l'avenir et maîtrise du risque. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Richelme. Bonjour Georges. Bonjour. Président de Guépard, qui est une association d'épargnants, et Simon Gros, avocat fiscaliste associé chez Simon et Associés. Bonjour et bienvenue. Pourquoi faut-il repenser la façon dont on épargne aujourd'hui? La réponse dans quelques instants. Vous verrez que certains éléments vont à l'encontre des idées reçues. Comment utiliser au mieux les atouts de l'assurance vie et du PER pour structurer son épargne et préparer sa transmission? Et puis comment rendre son épargne plus durable? C'est ce que nous verrons également dans cette émission. Romain Gros, comment les épargnants doivent-ils repenser leur stratégie dans l'environnement actuel qui est pour le moins incertain? Oui, cette question elle est fondamentale aujourd'hui précisément. Alors, on peut avoir deux tendances face à tout ce que nous entendons tous les jours, où finalement on a un mélange de concours l'épine du droit fiscal et un mélange de brutalité et d'intolérance à l'égard de personnes qui économisent le fruit de leur travail et qui le mettent de côté pour leurs vieux jours ou pour leurs enfants, et on a le sentiment que toutes ces personnes sont coupables. Et donc face à cela, au fond, deux attitudes possibles. L'attitude qui est celle qui nous vient la première à l'esprit, c'est la peur quand on voit les menaces sur l'assurance vie, les menaces sur le PER, qui est un excellent outil, et bien sûr, comme c'est un excellent outil, ils ont l'idée de le frapper et de l'imposer. Les menaces qu'on voit sur le pacte Dutreil et sur d'autres outils, je crois qu'on y reviendra dans la suite de notre propos. Mais au fond, il faut raison garder. La première chose, c'est que tout cela est bel et bon, mais notre dette reste très importante. Elle est même très importante, près de 3 500 milliards d'euros. Un service de la dette qui s'élève à 56 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget de la police et de la gendarmerie, ce sont 20 milliards d'euros. Donc vous imaginez, on dépense chaque année près de 3 fois le budget de la police et de la gendarmerie réunis. Et uniquement en remboursement d'intérêts de la dette. Et dans tout cela, c'est au fond, ça doit nous conduire à un élément majeur, c'est que cette dette, on y répond comment? Parce que les Français sont des épargnants. Donc tuer la poule aux œufs d'or, ça n'a jamais fonctionné. Et donc il faut garder l'esprit froid, parce que face à tout cela, au fond, il va y avoir un verdict à la fin de tout cela. Est-ce qu'une seule mesure survivra? Une seule mesure de tout ce concours l'épine du droit fiscal, comme je le disais, je n'en suis pas persuadé. En tous les cas, ça n'est pas souhaitable et on n'en sait rien aujourd'hui. Donc face à cela, il faut garder l'esprit froid, observateur, et puis continuer peut-être les uns et les autres à nous mobiliser pour faire prévaloir le besoin de protéger l'épargne. Georges Richelme, garder l'esprit froid, disait Romain Gros. L'incertitude de la réponse, elle est dans votre question, parce que comme le disait Romain, la période est caractérisée par l'imprévisibilité, la brutalité des décisions qui remettent même en cause les stratégies patrimoniales des épargnants. Et donc il est difficile de répondre à ce stade. Par exemple, si la fiscalité de l'assurance vie était alignée sur celle des successions, eh bien ce serait une catastrophe pour l'outil de transmission qu'est l'assurance vie. Pour autant, comme disait Romain Gros, il faut garder raison. Et je crois qu'il faut revenir un peu à un constat. C'est quelles sont les grandes tendances qui animent l'épargnant français. C'est-à-dire la recherche. L'épargnant cherche à la fois la performance de son épargne, mais tout en maîtrisant la prise de risque. Et les produits aujourd'hui les plus adaptés à cela sont bien sûr les contrats d'assurance vie et les plans d'épargne retraite qui sont bâtis avec des fonds euros, c'est-à-dire donc la stabilité, le capital qui est garanti et les unités de compte qui permettent de faire varier la rentabilité. Donc le Guépard, qui est une association, veut aider ses adhérents à structurer leur épargne et à, bâtir un patrimoine durable et équilibré. Dans le contexte actuel, c'est bien le débat, quoi. Et qu'apportez-vous concrètement à vos adhérents? Alors d'abord, le rappel de ce qu'est une association, d'épargnants. Nous sommes, une association qui a une quarantaine d'années, qui regroupe 45 000 adhérents, association indépendante, j'y reviendrai parce que c'est très important, sans but lucratif.
Les associations d'épargnants concluent des contrats dits de groupe ou collectifs pour le compte de leurs adhérents. Notre mission, elle est simple, c'est l'amélioration et la défense de la retraite et de l'épargne. Pour ce faire, nous avons 2 assureurs partenaires. D'un côté, Allianz pour l'assurance vie, Selentia Retraite, Retraite, oui, pour l'épargne retraite. Le Guépard la démarche du Guépard repose sur 3 piliers. La performance, notre produit, le produit phare en assurance vie l'an dernier, puisque l'an dernier nous n'avions encore que de l'assurance vie, était un peu plus que le marché, un taux légèrement supérieur au marché. Toutefois, ce taux est bonifié, ce que l'on appelle des taux bonifiés, c'est-à-dire qu'on a un taux promotionnel de 1% pour tous les dépôts qui ont été faits au cours de l'année 2025 et qui sera prorogé pour l'année 2026. Donc là, nous travaillons sur la performance. L'indépendance, j'y reviens un instant, est très important d'une association d'épargnants d'être indépendant. Certaines associations ne sont en fait que des prolongements soit de l'assureur, soit de la banque, c'est-à-dire que dans leur conseil d'administration, on a des représentants de l'assureur ou de la banque. Donc, ce qui fait qu'au moment de prendre des décisions, et surtout lorsqu'il y a des sujets de débat, la décision, en fait, n'est prise que d'un côté. Guépard, nous avons un conseil d'administration qui est totalement indépendant de nos 2 assureurs, Allianz et Selentia, et la partie défense des épargnants auprès des pouvoirs publics est particulièrement importante ces temps-ci. Nous travaillons, en fait, nous sommes prolongés dans la FEDER, qui est une association, une fédération des associations d'épargnants. Et je pense que son président, Guillaume Prache, qui est aussi membre de notre conseil d'administration, est au créneau depuis 3 semaines pour défendre les épargnants. Parce que, pour revenir à ce que disait Romain Gros, on ne parle pas des épargnants à l'Assemblée aujourd'hui. Tout le monde, on parle des intérêts des uns des autres. Personne ne porte la voix des épargnants qui sont les premiers concernés par les mesures qui vont être prises. Alors je voudrais qu'on vienne un petit instant rapide sur cette fusion cet été avec l'association Aperzen. Vous l'avez souligné, ça vous a permis d'ajouter à votre catalogue un PER assuré par Selentia Retraite. Pourquoi cette évolution ? Alors c'est une évolution stratégique pour l'association. Nous n'avions qu'une partie du marché avec l'assurance vie. Et il est clair qu'aujourd'hui, le marché de l'épargne retraite est un marché qui est particulièrement porteur, j'allais pas dire en termes commerciaux, mais en termes de réponse aux besoins de l'épargnant. Le sujet de la retraite ne date pas du débat de cette année, il date même d'avant la réforme de la retraite. Je crois que c'est un sujet pour tout le monde. Et donc, nous n'avions pas ce produit et nous avons souhaité fournir à nos adhérents un produit complémentaire dans la gamme. Voilà. Donc nous avons regardé un peu sur le marché ce que nous pouvions faire et l'association Aperzen, qui correspondait à nos valeurs, et donc ça s'est fait par le biais d'une opération de fusion-absorption qui fait que donc les adhérents Aperzen sont devenus, au 1er juillet de cette année, des adhérents Guépard et l'association a accru son patrimoine comme cela. Donc, ce plan d'épargne retraite dont vous me parlez, c'est un outil, comme son nom l'indique, qui est conçu pour préparer la retraite. Et c'est une retraite supplémentaire que l'on se crée, c'est une épargne qui bénéficie d'un cadre fiscal attractif, puisque, en fonction de certains seuils, d'un certain plafond, les sommes que l'on met de côté sur son plan d'épargne retraite permettent d'avoir une déduction d'impôt. Ce plan d'épargne retraite est aussi intéressant de mon point de vue parce que, outre l'aspect fiscal, il est contraignant. C'est-à-dire que les sommes que l'on met sur ce plan ne sont pas disponibles, sauf cas particuliers qui sont prévus par les textes, accident de la vie, acquisition d'un bien immobilier, mais cela permet d'avoir une épargne que l'on ne va pas toucher. Et je pense que pour certains, c'est très important de savoir que ce qu'ils mettent tous les mois va se retrouver le jour où ils vont liquider leurs droits à retraite. Et c'est devenu aussi, parce que vous pouvez sortir soit en capital, soit avec une rente viagère, mais c'est devenu aussi, et c'est ce qui est un peu remis en cause actuellement, un outil de transmission pour ses descendants.
L'assurance vie, j'allais dire, c'est presque la même chose, puisque vous épargnez pour l'avenir, sauf que le cadre fiscal est différent, puisque l'avantage fiscal vient à la sortie, et qu'il n'existe pas pendant la durée d'épargne, avec une caractéristique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à vos fonds lorsque vous en avez besoin. Donc en fait, ce sont deux produits, j'allais dire, pas similaires, mais qui sont très très proches, qui se bâtissent à peu près de la même façon, et qui sont le prolongement naturel lorsque l'on veut se constituer un patrimoine à transmettre. Romain Gros, bien préparer l'avenir, c'est aussi savoir qu'il existe des dispositifs légaux pour optimiser la fiscalité de ces projets patrimoniaux. Oui, c'est d'abord réfléchir à la cohérence de l'épargne et de son épargne. On le rappelait tout à l'heure dans les propos préliminaires, au fond, le point majeur, c'est que les Français sont un des peuples les plus épargnants au monde. Et ce, depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté aujourd'hui. La nouveauté dans le contexte d'aujourd'hui, ce sont deux éléments majeurs structurants. L'incertitude économique et politique que l'on voit tous les jours poindre, et vous en parliez tout à l'heure, et de l'autre côté, des incertitudes sur le régime de retraite, sur la façon de gérer la retraite. Et donc, au fond, donner de la cohérence à son épargne, c'est répondre à ces deux besoins. C'est se mettre à l'abri en ayant un patrimoine financier que l'on sait pouvoir faire grossir, au fond d'une part, et c'est d'autre part également préparer ses vieux jours en se disant ma retraite sera assurée. Dans se mettre à l'abri, c'est en réalité se mettre à l'abri soi-même, mais c'est aussi mettre peut-être en partie, donner un plus à ses enfants quand ils démarrent dans leur vie, être capable de se dire à un moment où donné, le travail que j'aurai fourni portera ses fruits également à l'égard de mes enfants, et se mettre à l'abri en termes de retraite en se disant même si le régime général venait à être revu à la baisse en termes de prestations, je pourrais assurer ma vie quotidienne. De tout cela, c'est-à-dire un élément majeur quand on réfléchit à cette cohérence et aux deux grands objectifs qui sont devant nous, l'objectif patrimonial, l'objectif de retraite. C'est qu'il faut savoir utiliser tous les outils qui sont devant nous, en fonction, vous avez raison, des caractéristiques fiscales. Mais avant de se poser la question des caractéristiques fiscales, il faut véritablement se poser la question des objectifs. Ouais. Et savoir utiliser chacun des outils en fonction des objectifs qu'ils offrent en termes économiques et patrimoniaux, et accessoirement fiscaux. Et donc là, vous avez beaucoup d'outils devant vous. Vous avez l'assurance vie, le PER, nous en parlerons aussi, ou nous en avons parlé, le Pacte Dutreil, des donations, des démembrements. Tous ces outils sont devant nous, sont à la portée des Français pour pouvoir optimiser au mieux la gestion et la croissance de son patrimoine. Oui, tout est à regarder selon ses objectifs. C'est ça. Et il faut à chaque fois se dire, on y reviendra, faire du cousu humain, parce qu'il faut savoir utiliser ses objectifs, il faut savoir utiliser ces outils en fonction de ces objectifs. Une épargne optimisée, c'est aussi une épargne qui contribue à répondre aux enjeux d'avenir, comme la préservation du climat. Que propose Guépard sur ce sujet ? Alors, tous les contrats Guépard, aujourd'hui, intègrent des unités de compte qui sont labellisées durables. Le conseil de notre association a décidé d'aller un peu plus loin, puisque bien sûr, la défense des épargnants, c'est par rapport à l'environnement assurantiel. Mais nous pensons aussi que c'est la protection de l'environnement des épargnants. Et quand on dit la protection de l'environnement, on laisse les grandes causes aux ONG, on va se concentrer sur l'environnement immédiat dans lequel vivent les épargnants et dans lequel ils vieilliront et ils prendront leur retraite. Donc, c'est une approche un peu différente. Et c'est pour cela que nous avons, depuis cette année, mis en place un partenariat avec l'Office national des forêts. Et nous avons décidé, la première action importante, pour tout nouveau contrat qui sera souscrit par un adhérent Guépard, l'association va verser 50 € à un fonds de reforestation qui est mis en place par l'ONF pour, régénérer les forêts qui ont été brûlées, dévastées cet été dans le département de l'Aude. Donc c'est nos adhérents d'Occitanie doivent savoir que leur association intervient directement chez eux, parce que le dimanche, quand ils vont aller se promener, si la forêt est régénérée, eh bien, on y aura participé.
Alors vous l'avez souligné tous les deux, hein, optimiser son épargne ne se limite plus à la performance, elle s'inscrit dans un projet global. Comment concrètement articuler les bons outils pour épargner, se préparer à la retraite et transmettre dans de bonnes conditions? C'est ce que l'on va voir maintenant. Romain Gros, l'assurance vie reste le placement préféré des Français. Comment et pourquoi conserve-t-elle ce statut? Parce qu'au fond, l'assurance vie, elle offre le meilleur des deux mondes. La flexibilité d'un outil où, comme le disait le président Richel, on peut retirer du capital en fonction de ses besoins, des accidents de la vie, mais également son accessibilité, finalement, quels que soient les niveaux de patrimoine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui joue dans la popularité, si je puis dire, de cette assurance vie, c'est aussi sa simplicité fiscale, avec un dispositif fiscal, les 152 500 € d'exonération, suivi d'une tranche à 20 et suivi d'une tranche supérieure, mais au fond... tout cela est visible par bénéficiaire et on voit qu'on peut gérer les choses assez efficacement et avec beaucoup de souplesse. Après, l'assurance vie, pourquoi a-t-elle autant de succès? Et j'en reviens à votre question de tout à l'heure, au fond, le juridique et le fiscal ne font que suivre l'économique. Pourquoi a-t-elle autant de succès? Parce que, ma foi, les produits qui ont été adaptés par les différentes compagnies a su répondre à des besoins différents. Je vous parlais du besoin de patrimoine, vous avez des capacités, avec l'assurance vie, de se dire, ma foi, vous pouvez avoir des espoirs de gains assez forts en fonction de vos choix de placement, des fonds euros ou des fonds UC. Vous pouvez aussi faciliter la transmission, avec notamment la clause bénéficiaire dont on reparlera, j'espère. Et cette clause bénéficiaire, elle va vous permettre de gérer également les attraits fiscaux que porte l'assurance vie. Alors justement, pouvez-vous nous expliquer assez concrètement et simplement le démembrement de la clause bénéficiaire et ses avantages? Alors, l'expliquer de manière simple, c'est un défi, mais merci de me poser le défi. Au fond, la clause bénéficiaire, c'est vouloir attribuer le patrimoine que vous aurez mis de côté pour les personnes que vous aimez. Et le premier avantage de l'assurance vie, c'est qu'on ne répond pas uniquement à des exigences familiales. On peut considérer qu'une personne vous a aidé dans un moment où, au fond, vous aviez le besoin le plus d'aide dans votre vie, et l'assurance vie est là pour vous permettre de dire à cette personne merci. Bon. Mais le cas le plus typique que je vois, moi, chez beaucoup d'amis ou de clients, au fond, c'est de se dire on veut transmettre à ses enfants ou à son épouse, et l'avantage du démembrement de la clause bénéficiaire, c'est se dire qu'on va transmettre l'usufruit des sommes à son épouse, et le conjoint, le dernier survivant des conjoints, présente l'avantage de ne pas avoir à payer de droits, et finalement, on peut transmettre, grâce à la clause bénéficiaire, la nue propriété à ses enfants. En faisant cela, on a la capacité à gérer la transmission générationnelle sans menacer la stabilité ou le niveau de vie de votre conjoint. Et donc c'est un avantage considérable qu'offre le démembrement de la clause bénéficiaire. Alors c'est aujourd'hui pratiqué assez fréquemment, mais il y a encore des contrats d'assurance vie qui n'ont pas mentionné ce démembrement. Donc ça, il faut le regarder chacun de nous dans nos clause d'assurance vie et vérifier que ce démembrement est bien prévu. Alors vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, on entend beaucoup parler du pacte Dutreil. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un dispositif fiscal majeur pour l'industrie et l'économie française. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil au service du capitalisme familial. Alors le capitalisme familial, on pourrait faire du marxisme à bon marché, mais c'est quoi le capitalisme familial? Ce sont des entreprises où des pères, des frères, des enfants se sont mobilisés tous les jours parce qu'ils construisent sur le fondement de leur nom, sur le plaisir de travailler en famille, un joli outil économique. Et tous les jours, c'est une bagarre pour préserver et développer cet outil économique. Et comment le font-ils? Ils le font par l'énergie, par le travail, par la volonté de faire grossir cette pelote familiale. Sauf qu'il y a un moment très important, c'est celui de la transmission. Alors si vous comparez nos voisins allemands, où il y a un réseau d'ETI familial très important, on s'est aperçu qu'en comparant avec eux, leur principal avantage, c'était une quasi-absence de droit de succession au moment de la transmission de ce patrimoine industriel. Et donc, comment faire? On s'est dit, ma foi, ne soyons pas sots. Si ça fonctionne de l'autre côté du Rhin, on doit essayer de le faire fonctionner de ce côté-là du Rhin. Et c'est ce que le ministre de l'économie de l'époque, Renaud Dutreil, a fait de manière très clairvoyante, en prévoyant un dispositif, au fond, qui voit s'appliquer une exonération de 75% des droits de succession pour la transmission du patrimoine industriel.
Alors il y a des conditions qui s'imposent, des conditions qui sont, dans un premier temps, que l'activité soit industrielle et commerciale. Et nous reviendrons peut-être sur les risques même du pacte Dutreil quand on s'y prend mal. La deuxième condition, c'est qu'un des signataires de ce pacte doit avoir des fonctions exécutives dans l'entreprise. Pas tous les signataires, mais un des membres, en d'autres termes, doit être directeur général, président du conseil d'administration, par exemple. Bon. La troisième condition, c'est que tous les signataires du pacte, à eux tous, globalement, aient plus de 34% du patrimoine de l'entreprise. Pourquoi cela ? C'est assurer que quand on parle d'entreprise familiale, on parle véritablement d'entreprise familiale et pas de placement fait de manière opportuniste et qui ne correspondrait pas à un travail quotidien dans une PME familiale. Et enfin, la dernière condition qui est fondamentale, c'est que globalement, il faut conserver ces titres à titre collectif et individuel, 6 ans au moins. Cette conservation, elle est là pour dire, ne vous moquez pas du monde, vous avez un avantage fiscal. Cet avantage fiscal, il a une contrepartie, c'est la pérennité du capital familial. Cette pérennité, on parle de fonds passion quand on parle des fonds familiaux, c'est-à-dire qu'on est capable de ne pas retirer toute la rentabilité pour réinvestir dans l'entreprise parce que l'entreprise est son bébé. Alors, vous avez parlé des conditions. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter pour profiter de ce dispositif ? Oui, il y a de nombreuses erreurs. Et en cela, le débat qui a lieu aujourd'hui, mais qui est là, qui est immanent, j'allais dire, au sujet du pacte Dutreil depuis longtemps, il pose des questions très intéressantes. Malheureusement, on est privé d'un débat par un brouhaha et un tintamarre à ce propos qui nuit à la qualité du débat. Mais au fond, une première erreur peut-être peut se rencontrer assez régulièrement, en tous les cas dans la préparation. La première erreur, c'est de considérer qu'on va faire un pacte Dutreil dès qu'on a une société familiale. Non, il faut une activité industrielle et commerciale. Si vous avez une société civile qui a une activité civile, ça ne sera pas possible, par exemple. Donc, il faut vraiment une activité industrielle et commerciale, et ce point-là, il est majeur. Après, bien sûr, il faut respecter les conditions. La deuxième série d'erreurs, c'est dans la suite du pacte Dutreil. C'est ne pas tenir compte des obligations de conservation des titres. Et ça, c'est majeur. On le rencontre pas finalement très souvent dans la mesure où les personnes que l'on rencontre sont généralement bien conseillés, mais on peut le rencontrer par inadvertance en se disant je suis plus fort que l'administration, j'ai signé le pacte Dutreil, je ne conserve pas les titres et je fais une donation qui bénéficiera des avantages du pacte Dutreil. Il faut l'oublier. Il faut oublier ce type de démarche. Et enfin, l'erreur la plus globale, c'est de se lancer dans le pacte Dutreil en se disant que, ma foi, on va chercher un modèle sur Internet et ce modèle, on va le remplir soi-même. Ça n'est pas à faire parce qu'un certain nombre d'erreurs, de choses trappes que l'on vient de lister font qu'il vaut mieux y aller en se disant les choses sont bien établies. Parce que dans ces cas-là, les conseilleurs, mais les rédacteurs ne sont jamais les payeurs. Puisque la personne qui va rédiger le pacte Dutreil va le rédiger peut-être pour dans 20, 30 ans. Et dans 20, 30 ans, le moment de vérité sera établi. Et donc, il faut se protéger d'un moment de vérité qui serait la preuve d'une erreur ou d'un manque de professionnalisme en faisant bien les choses dès le début avec le pacte Dutreil. Alors, on comprend bien. Optimiser son épargne, c'est aussi savoir la faire vivre dans le temps. Mais comment anticiper les évolutions, protéger sa famille et donner du sens à son patrimoine ? On voit ça tout de suite. Georges Richelme, comment l'association Guépard accompagne-t-elle ses adhérents pour les aider à optimiser leur épargne au fil du temps ? Alors, le rôle de notre association, ce n'est pas de donner des conseils. Le conseil, on le laisse aux professionnels. En revanche, l'accompagnement, pour nous, passe par l'information. Et cette information, nous la diffusons essentiellement de deux façons. D'abord, par un site qui est assez complet, avec une partie qui est grand public, sur laquelle on trouve de l'information, et une partie qui est réservée aux adhérents, où on a de l'information plus précise sur les sujets que l'on pense utile de traiter. La seconde voie d'information pour nous, c'est d'aller à la rencontre directement de nos adhérents. Ce sont nos rencontres régionales qui permettent aux adhérents de rencontrer des experts. Alors, des experts financiers qui leur expliquent, qui nous expliquent, puisque je suis un adhérent comme les autres, qui nous explique l'évolution des marchés, ce qu'il faut anticiper. Donc cette information financière un peu plus, comme disait Romain Gros, un peu plus cousue main parce qu'elle est adaptée au profil de nos adhérents et au profil de nos produits. Et puis aussi de rencontrer des experts, en particulier en matière de patrimonial. Donc Romain Gros est un habitué de nos rencontres régionales et c'est ainsi que nous accompagnons l'adhérent. C'est lui qui a la maîtrise, mais nous sommes là pour l'informer, pour l'aider à avoir une information adaptée et complémentaire. Et pour les plus jeunes épargnants, par quoi faut-il commencer ? Alors je dirais que peut-être pour commencer, pour les plus jeunes, il faudrait déjà
éveiller leur intérêt à l'information financière. Je pense que oui, c'est le plus difficile. Sinon, nous avons parlé de nos deux produits, l'assurance vie et le plan d'épargne retraite. Il est évident que aujourd'hui, un épargnant qui commence dans la vie active a tout intérêt, à mon sens, à commencer par un plan d'épargne retraite, puisque c'est il va se projeter avec ça. Mais j'ai évoqué tout à l'heure les intérêts et les inconvénients de l'un et de l'autre. Je pense que le match est à peu près ex aequo entre les deux produits. Je dirais que si on commence à être fiscalisé, on a intérêt à démarrer avec un plan d'épargne retraite. Sinon, l'assurance vie aussi permet, avec de petites sommes mensuelles, de se constituer une épargne pour le futur. Pour conclure, si vous deviez chacun donner un dernier conseil concret pour optimiser son épargne, Romain ? Merci Aurélie de votre question, mais c'est un nouveau défi que vous nous présentez. Au fond, on l'a dit l'un et l'autre, Georges Richel, mais moi-même, le coût humain est indispensable. Savoir quels sont ses objectifs, quels sont les outils à notre portée, et le faire avec prudence et précaution. Vous me posiez la question tout à l'heure sur le pacte du Dutreil en me posant la question des principales erreurs. La principale erreur, c'est de vouloir faire jouer à un outil ce pourquoi il n'est pas fait. Et donc, si vous voulez faire jouer au pacte du Dutreil le rôle d'optimisation successorale sans vous poser la question de la nature de l'activité, vous vous tromperez. Donc, aujourd'hui, le conseil à donner, c'est de faire véritablement de coûts humains, de demander à des professionnels de s'accompagner, de se faire accompagner de professionnels qui vont faire du coût humain en ayant bien conscience qu'un outil, un objectif, et il faut mettre calmement les choses les unes en face des autres. Georges ? Je dirais que le premier conseil que l'on peut donner, et ce sera d'ailleurs le seul que l'on donne, puisqu'on ne donne pas d'autres conseils, c'est justement d'aller voir un conseiller. Un conseiller en gestion. De se faire accompagner. Un conseiller en gestion, un courtier, un avocat. Puisque, comme vient de l'expliquer Romain Gros, nous avons dans nos contrats, essentiellement, on parlait de la clause bénéficiaire, ce sont des sujets compliqués, des sujets évolutifs. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas parce qu'on a à 30 ans, 35 ans, ouvert un contrat, on s'est bien fait conseiller au départ, et puis se dire ça ira comme ça tout le long. Non, il faut régulièrement, en fonction de l'évolution de sa situation personnelle, de l'évolution de sa famille, aller consulter les conseils, les gens dont c'est le métier. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils pour optimiser son épargne 2026. Je vous signale que vous pouvez poser toutes vos questions à l'association Guépard par mail. Les coordonnées s'inscrivent dans le générique de l'émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.